Le 15 juillet 2019, un avocat marseillais poste sur les réseaux sociaux ce qu'on appelle communément un coup de gueule. Il y dénonce des difficultés psychologiques, financières ou domestiques. Aux médias qui le contactent alors, il dit « J'ai accompagné des gens qui ont pris 30 ans aux assises, mais rien n'est plus violent que ce qui peut se passer dans le bureau des juges pour enfants. Au début, poursuit-il, en être tenu pour responsable. On se couvre, on se protège plus qu'on ne protège les enfants, on prend des précautions qui, hélas, peuvent tourner au drame. » Arguant que les enfants placés n'ont aucun droit, cet avocat a déposé une proposition de loi visant notamment à ce que les défenseurs aient accès au dossier de l'aide sociale à l'enfance, bien avant l'audience, et à ce que les juges soient obligés dans un certain délai de répondre aux demandes des parents. Affaire à suivre. En attendant, il n'y a à ma connaissance aucune enquête indépendante et précise consacrée à la question de ces placements jugés abusifs. Mais les associations sont vent debout, actives et documentées. Tout de suite donc, deux histoires très différentes de placements que les parents jugent injustes ou abusifs, des batailles qui n'ont pas encore de fin et dont on ne connaît pas non plus le fin mot, que je vous laisse écouter sans préjugés tout de suite dans Les Pieds sur Terre sur France Culture. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe, et c'est comme ça que les choses arrivent. Je m'appelle Aurélie, je suis maman de 4 enfants, j'ai 27 ans. Ma première, je l'ai eue à mes 18 ans. Et aujourd'hui, la petite dernière de la famille, elle a 8 jours. Je m'appelle Maxime, j'habite à Bourg-les-Valences, dans la Drôme. Je suis marié avec Aurélie. Je suis papa de 4 enfants, Émilie, Rose, Mélanie et Marie. J'ai 24 ans, actuellement je suis en CDD d'insertion en tant que maraîcher bio. Je gagne 1026 €. À nous deux, voilà, nous vivons avec 1900 € tous les mois, donc nous avons une situation financière assez stable. Avec Aurélie, nous sommes rencontrés dans une boucherie, sur notre lieu d'apprentissage que nous avions. Donc moi j'avais presque 15 ans, Aurélie avait un petit peu plus de 18 ans, et direct le feeling est passé en fait. Donc moi à la base je suis un enfant battu par mon père, donc du coup j'ai fait appel aux services sociaux et bon ils m'ont pas cru, ils m'ont dit qu'en quoi je faisais une crise d'adolescence, j'étais à fleur de peau. Du coup suite à mon appel aux services sociaux, mon père a décidé de me mettre à la porte et a obligé ma mère à faire pareil. Aurélie avait son appartement, donc si Aurélie n'avait pas été là, je serais à la rue. On a eu une fille en premier et quelques années après Émilie, je dirais plutôt quelques mois, pardon, Aurélie a été enceinte donc du coup de Rose, notre deuxième. Donc elle est née en 2014. Et puis entre mai juste après, en 2016, Mélanie est arrivée. Moi j'ai fait un burn-out, un papa blues et une dépression en même temps. Donc très mauvais cocktail. Et en fait, mon père le savait. Et du coup, il a fait en sorte à me faire revenir au bercail. Donc il m'a fait quitter la maison, quitter Aurélie, les filles. J'étais très fragile en fait. Et il en a profité un maximum en fait. Parce qu'il m'a fait démissionner, il m'a fait retirer du bail, il en a profité aussi pour me soutirer de l'argent aussi. Il m'a volé quand même pas mal d'argent, là aussi. Donc, oui, il en a profité un maximum. Et en fait, j'ai eu Aurélie au téléphone. Et ça m'a redonné la raison. Donc, je suis vite revenu à la maison. Et une semaine après, en fait, on avait rendez-vous auprès du tribunal pour enfants. C'est mon père qui a dénoncé Aurélie aux services sociaux. C'est mon père qui a aussi osé sortir des diffamations calomnieuses auprès de la juge pour enfants. En stipulant comme quoi, 6 ans, Aurélie et moi, on dormait sur un matelas, même le sol rempli de pisse de chien. Donc, mais il y allait fort. Hein. Il y allait très fort. Et le pire, c'est qu'en plus, la juge pour enfants l'a cru. C'est ça, c'est qu'en plus, la juge pour enfants l'a cru. Et en fait, on nous a même pas laissé le temps de prendre notre défense, en fait. Mon père a toujours été contre notre union, donc il a toujours tout fait pour faire en sorte à ce qu'Aurélie soit traitée comme une moins que rien auprès des services sociaux,
à sortir des propos diffamatoires autant envers Aurélie qu'envers moi pareillement. Alors du coup, le jour de l'audience, on nous a dit qu'en quoi c'était soit on acceptait le placement et les filles restaient encore avec nous le temps qu'ils trouvent un endroit où c'est qu'elles seraient, soit on refusait le placement et elles étaient directement placées en foyer le temps qu'ils trouvent un endroit. Donc on avait le couteau sous la gorge, hein, littéralement. On a accepté le placement, du coup on a profité un maximum le temps qu'ils trouvent un endroit où c'est que les filles seraient. Donc c'est-à-dire que par exemple, voilà, nous on avait l'habitude de les emmener faire du manège quand il fait beau, une fois de temps en temps en fait. Et là pendant une semaine et demie, en fait c'était du manège tous les jours en fait, voilà. On les a fait profiter à fond de tout ce qu'on pouvait leur donner. Et on a commencé à leur dire voilà, vous allez aller dans un endroit où c'est que vous allez être accueillis, parce que la juge elle a décidé que vous habitiez plus avec papa maman pendant quelques temps, parce que papa maman ces derniers temps ça va pas très fort, donc c'est temps que papa maman ils se remettent un peu, ils puissent remettre un peu tout d'aplomb. Voilà, je pense que à côté elles ont compris un petit peu, mais pas beaucoup quoi. Et du coup, il y a un jour, c'est qu'on nous appelle, au bout d'à peu près une semaine et demie, on nous appelle, on nous dit voilà, tel jour, vous venez à la direction territoriale pour le placement de vos enfants. Donc on a dû signer la paperasse habituelle, l'autorisation de soins et tout. Et on a rencontré la famille d'accueil de Mélanie, qui elle est partie. Et après on nous a emmenés sur lieu de vie où c'est que Émilie et Rose elles sont d'ailleurs toujours actuellement. On a rencontré la directrice du lieu de vie. Voilà, elle nous a expliqué le mode de fonctionnement qu'ils ont là-bas. On a de très bons rapports avec la famille d'accueil de Mélanie et le lieu de vie, mais par contre avec l'éducatrice de l'ASE, là pas du tout. Ça fait combien de temps qu'elles vivent plus avec vous? Alors Émilie, Rose et Mélanie, ça fait 1 an et demi qu'elles sont plus à la maison. Ça fait 1 an et demi aussi qu'elles demandent de revenir, mais les services de l'ASE leur disent qu'en fait c'est des caprices qu'elles font. Voilà, donc la voix des enfants n'est pas entendue. Donc on vous a retiré les enfants avant la naissance de la 4e. C'est ça, on les a retirés de presque 2 ans avant la naissance de notre 4e. Donc quand on l'a appris, donc j'étais à quelques semaines de grossesse, donc on était un peu perplexes parce que vu comme les 2-3 premiers étaient placés, comment on va l'accueillir, comment va arriver son avenir, comment on va l'annoncer. Donc on a préféré dire elle va faire partie de la famille et après on va se battre pour elle. Le 14 février, toute la matinée, j'ai eu des petites contractions. Donc après, à 14h, j'ai prévenu mon mari que comme quoi ça va être imminent, le bébé va arriver. J'arrive à la maternité avec les pompiers. Donc après 2 heures de travail, notre petite puce, elle est enfin arrivée. Donc après, ça a été très vite. Donc après, on me l'a mis sur le ventre. Mon mari a coupé le cordon. Premier enfer qui a commencé, le placenta s'est pas totalement décollé. Donc en urgence, une rachis-anesthésie pour vite endormir. Et donc c'était un peu compliqué à ce moment-là. Donc une fois que le placenta, ils ont réussi à le dégager, donc on nous l'a remis dans les bras. J'ai pu l'allaiter un peu jusqu'à qu'elle puisse s'endormir. Donc là, jusqu'à là, c'était le plus beau moment. On est resté 5 minutes avec mon mari dans la chambre, le temps que déjà moi je me remette de la rachis-anesthésie, mais en plus avec notre fille comme il se doit. J'ai demandé à mon mari qu'on descende, prendre un peu l'air, puis qu'on puisse appeler nos proches pour annoncer la bonne nouvelle. Quand on leur a dit, ça y est, elle est là, ils étaient prêts tous à descendre. Et malheureusement, 1 heure après, nous sommes remontés et l'aide sociale à l'enfance, malheureusement, était là. Comme on a eu déjà 3 enfants placés, on savait très bien qu'il fallait normalement un papier au préalable pour annoncer le placement d'un enfant, et là, qu'il n'a pas eu lieu. Il n'y avait ni de papier au préalable, ni de policiers, ni de qui que ce soit, des agents qui auraient dû être présents.
À 1h du matin, il y en a eu confirmation du procureur de la République de Valence qu'on n'aurait plus jamais le droit de l'avoir jusqu'à l'audience. Ça fait 8 jours aujourd'hui que je ne dors plus et je fais des nuits blanches. J'ai du mal à m'endormir. Le peu que je m'endors, c'est des cauchemars. Je revois notre fille, qu'on l'accompagne dans la chambre et qu'on enlève. Aujourd'hui, j'ai vraiment la sensation que d'avoir ou accouché d'un bébé mort ou d'un bébé comme si j'étais une femme qui était prête à donner son enfant, quoi. Aujourd'hui, ce qu'on nous reproche, c'est que, soi-disant, il manquerait du matériel pour les enfants, apparemment on mettrait en danger psychologiquement et affectif, enfin, ce que l'article 375 aujourd'hui préconise, quoi. Mais réellement, on ne sait pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est juste des suppositions, et ça, c'est pas ça qui donne un critère pour un placement. Parce qu'aujourd'hui, malgré plusieurs services médicaux et sociaux au domicile, ils ont aucun critère à l'heure actuelle, à part le passé de mon mari, pour nous reprocher, quoi. Le passé d'enfant battu. C'est ça. Alors moi, quand on a eu rendez-vous avec la dame de la direction territoriale, je lui ai demandé si c'était possible de faire un protocole d'accord avec l'ASE. Donc elle m'a demandé qu'est-ce que je souhaitais exactement. Donc je lui ai demandé une SAPMF, donc en fait un placement à domicile, donc avec un agent de l'ASE qui viendrait tous les jours à la maison, voir comment ça se passe, et ça n'a pas été entendu. Nous avons eu une audience ce vendredi après-midi qui dit que du coup on n'a pas le droit ni de voir ni d'appeler Émilie, Rose et Mélanie, mais par contre on a droit à voir Marie 1 heure toutes les semaines et avec 2 appels téléphoniques par semaine auprès de la maison des enfants de Bruley-Valence pour avoir des nouvelles de Marie. Mais actuellement on ne sait pas encore quand est-ce que ça va prendre effet. Bien, pour qu'on puisse voir Émilie, Rose et Mélanie, il faut avant qu'on passe une expertise psychiatrique, mais pour l'instant on nous a pas donné de rendez-vous. Donc à l'heure actuelle on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va pouvoir voir Émilie, Rose et Mélanie. Je m'appelle Rémi, j'ai 31 ans et je suis charpentier. Donc je suis originaire de Bordeaux. Donc moi j'ai rencontré mon épouse sur internet au moment où je devais partir à l'armée. Et on a fait connaissance 2-3 mois avant à peu près. Et notre relation était fusionnelle dès le début. Et là a commencé notre vie en concubinage et après, quelques années plus tard, l'arrivée de Nicolas. Le 12 novembre 2018, donc Nicolas a 1 mois et demi à ce moment-là. Pendant que Mélissa était partie, donc le matin on lui avait donné le biberon, on s'était occupé de lui, on avait fait le ménage, enfin les activités ménagères, tout ça. Mélissa était partie du coup chez ses parents, donc elle m'avait laissé Nicolas avec moi dans sa balancelle électrique en position 1, donc ça balançait tout doucement. Même pas 1 heure après son départ, le petit commençait à pleurer. Et donc du coup, je l'entends pleurer, je me retourne, je regarde voir s'il avait sa chuchu, sa petite sucette. Donc il l'avait pas, je vais pour lui mettre, il la recrache, il continue à pleurer et je me lève pour voir un peu ce qu'il avait. Et au moment où je me baisse pour le regarder, il m'a poussé un cri super aigu, fait un cri qu'il n'avait jamais fait jusqu'à maintenant. Donc du coup, je le détache de sa balancelle électrique.
Et au moment de le prendre, il me repousse le même cri. Donc je l'ai sur moi et à un moment donné, en fait, il pleure plus, il fait plus rien. Il était tout raide, d'un côté vachement tendu et plus aucune réaction, les yeux fermés et pâle. Là, je commence à m'inquiéter, donc je mets mes mains sous ses aisselles avec donc du coup les deux doigts qui maintiennent donc les cervicales et je le stimule un peu donc d'avant en arrière, pas violemment mais juste de manière d'avoir une réaction. Au bout de 2 secondes, j'ai une réaction. Il commence à ouvrir les yeux, à repleurer, donc du coup je pars à la salle de bain, je vais pour le poser sur la table à langer. Et au moment où je le repose sur la table à langer, du coup il commence à pleurer fort, donc je me suis dit au cas où je lui fais mal, je le remets sûrement en position rototo. Et donc là j'appelle Mélissa pour qu'elle revienne en lui disant que le petit il n'est pas dans son état normal. Donc au bout de 10 minutes, un quart d'heure, Mélissa arrive. Donc moi pendant ce temps-là, je faisais les 100 pas à la maison avec le petit, complètement stressé et déboussolé. Et donc Mélissa arrive, au moment où elle arrive, en fait il commence à convulser, il avait les yeux qui révulsaient en arrière. De là on appelle le SAMU, donc suite à ça donc il y a les pompiers qui arrivent dans un premier temps, après il y a un médecin et ensuite le SAMU. Donc ils décident de le transférer à l'hôpital. Analyse, donc nous le soir on rentre chez nous parce qu'on ne pouvait pas rester, il n'y avait rien pour qu'on puisse rester avec le petit. Donc le lendemain, donc la neuropédiatre voit Mélissa et commence à lui dire des diagnostics. Donc notamment les hématomes sous-duraux avec hémorragie rétinienne. C'est les saignements au niveau de la tête, au niveau du cerveau. Donc du coup un signalement va être fait. Donc là, à poser des questions, à savoir si on l'avait secoué, savoir si on l'avait fait tomber, parce que du coup, pendant qu'elle avait l'entretien avec Mélissa, moi j'étais au téléphone aussi, donc du coup on faisait comme une espèce d'appel visio. Et donc du coup, on disait que non, qu'il n'est jamais tombé, qu'on l'a jamais secoué. Enfin, personne ne l'avait gardé non plus, hormis les grands-parents quand nous étions partis une fois à un concert. Ah, c'est bizarre, parce que généralement, quand il y a des hématomes sous-duraux, hémorragie rétinienne, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Donc là, les jugements ont commencé à arriver, forcément, en sachant que Nicolas, pendant les 2 jours où il est resté là-bas, son état se dégradait. Donc il a été héliporté au CHU de Bordeaux, où là-bas il a passé la première soirée du coup en réanimation. Donc là, pareil, les jugements, on voyait les regards qui commençaient à arriver vers nous, on voyait qu'ils ne nous laissaient jamais tout seul avec le petit. Toujours en train de nous surveiller, la porte ouverte, il nous faisait des petites remarques, notamment un chef de service qui nous disait ah, c'est sûr que pour nous ce serait plus simple si vous avouez qu'il est tombé. Et nous on n'était pas au courant en fait qu'à ce moment-là, il y avait un signalement qui avait bien été fait et que le petit en fait était déjà placé à ce moment-là. Il était placé en fait sous la responsabilité de l'hôpital. Suite à ça, nous le lendemain, il y a les gendarmes qui sont arrivés au domicile pour perquisitionner la maison, prendre des photos et pour que le soir, comme moi je travaillais, j'ai dû revenir du travail pour ça, pour refaire une audition libre le soir avec le JDE, le juge des enfants. Pendant l'hospitalisation donc, de mon fils à Bordeaux, il y a un médecin légiste qui est venu pour faire des examens et donc qui pour lui a diagnostiqué le syndrome du bébé secoué ou secouement non accidentel. Donc on est questionné, sachant que nous n'avons rien fait, donc nous disons que nous sommes innocents. Hein. Donc le lundi, on apprend que Nicolas sera placé donc jusqu'au mois d'avril 2019.
On peut le revoir, mais au début, donc c'est une fois par semaine, 1 heure. Donc pour eux, moi je l'aurais secoué, puisque ce qu'il faut savoir dans ces situations-là, c'est le dernier qui était en compagnie du bébé qui convulse et qui est coupable. Hein, donc ça pardonne pas, on est là au mauvais moment, au mauvais endroit, donc tant pis pour la personne. Quand on a vu ça, ce qui nous tombait dessus, oui, on était complètement déboussolés, frustrés, et savoir qu'on est impuissant face au fait qu'on nous enlève notre fils comme ça, on se dit c'est un monde de fou, quoi. Enfin, on voit ça que dans les films. Donc bon, bref, Nicolas est placé en famille d'accueil. Donc il continue à avoir des examens médicaux pendant ce temps. Donc tout est en train de se résorber petit à petit. De là, la famille d'accueil part en vacances avec lui vers Toulouse. Et quand il revient le 28 décembre, on a une visite médiatisée avec lui. Et là, lors de la visite, on constate que il est pas bien, il pleure beaucoup, et on voit que quelque chose ne va pas. Donc du coup, on le signale à une éducatrice qui était là à ce moment-là, parce que c'est pas celle avec qui on avait affaire d'habitude. Donc il fait ses examens médicaux, et là on constate qu'en fait son saignement, il y a eu des ressaignements qui ont été multipliés par 3. Donc là, nous, paniqués comme pas possible, il devait partir en urgence encore à Bordeaux pour cette fois-ci subir une intervention neurochirurgicale où on lui a posé un drain. Donc là on se dit dans notre malheur quelque part, peut-être qu'ils vont comprendre, il y a une famille d'accueil, il y a un nouveau saignement, ils vont comprendre qu'on est innocent, qu'on n'a rien fait. Non, en fait pas du tout, parce que pour eux c'est une suite logique. Donc moi j'ai envie de dire, quand on sait qu'il y a une suite logique qui va arriver, pourquoi ne pas avoir posé la dérivation lors de la première hospitalisation? Mais rien. Donc du coup on a quand même fait des recherches, et c'est là que grâce à l'association Adikia, ils ont pu nous orienter vers d'autres professionnels indépendants qui ne font donc pas partie de la haute autorité de santé. Donc il nous a fait une synthèse, et pour lui, donc Nicolas, une pathologie d'hygroma. Quand Nicolas a été hospitalisé la première fois, il y a un médecin du service qui avait aussi parlé de cette pathologie. Chose qui a été oubliée ou balayée pendant les expertises. Donc il y a eu le placement qui a été effectué, tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, après, au mois de mars, j'ai eu une garde à vue, où là, j'avais justement la synthèse de ce professeur-là qui pouvait expliquer, parce que nous, comme on sait qu'on n'a rien fait, on se dit il a forcément une pathologie, il est malade, voilà. Donc chose qui n'a pas été très bien appréciée par les gendarmes, parce que pour eux, ce professeur-là est là pour innocenter des personnes coupables. Toutes les questions sont axées à savoir si je suis quelqu'un de violent ou pas, savoir si je joue aux jeux vidéo, si je joue aux vidéos, est-ce que quand je perds je m'énerve, est-ce que je jette la manette, est-ce que je casse la télé, comme je suis quelqu'un qui fait du sport, si je vais pas au sport, est-ce que je suis frustré, si je suis frustré, comment je me comporte, quand j'étais petit, comment j'étais, est-ce que j'ai une bonne éducation, enfin. Donc du coup, j'ai fait ma nuit dans une cellule, et le lendemain, j'ai été transféré devant le juge d'instruction. Donc suite à ça, en fait, j'ai une mise en examen avec plusieurs ordonnances, me faire suivre psychologiquement, pointer une fois par mois à la gendarmerie, et le truc le plus dur, parce que c'est le troisième le plus dur, c'est de ne plus pouvoir entrer en contact avec mon fils sans qu'il y ait une personne qui soit apte judiciairement, c'est-à-dire que me retrouver moi tout seul avec Mélissa et mon fils, tous les trois, c'est impossible. Alors mon fils est resté quasiment 11 mois en famille d'accueil. On n'a pas pu faire son premier Noël, son anniversaire non plus. Ça nous a été arraché. Alors ce qu'il faut savoir, c'est là aussi, on se dit c'est peut-être le destin qui veut ça, mais
Nicolas, toutes ses premières fois, en fait, il a attendu d'être avec nous pour les faire. C'est-à-dire faire ses premiers pas, il a attendu qu'on soit médiatisé pour les faire. Se mettre à quatre pattes, il a fait aussi. Faire ses premiers mots, pareil. En fait, on aurait dit que, en fait, il attendait vraiment d'être avec nous pour tout faire. Et alors, Mélissa a récupéré Nicolas au mois de novembre, donc le 6 novembre. Parce que les contre-expertises, du coup, ne peuvent plus dire avec certitude et exactitude que c'est bien moi qui aurait secoué notre fils. Mais par contre, pour moi, comme il n'y avait plus de placement, j'avais plus de visite médiatisée. Donc, pendant quasiment 53 jours, j'ai pas pu voir mon fils. Mais vous êtes toujours en examen. Et moi, oui, je suis toujours mis en examen, et je le sais, je n'échapperai pas au procès qui aura lieu quand je peux pas dire, mais parce qu'on est encore en attente d'une autre contre-expertise qui, forcément, pas de surprise, dira sûrement la même chose, enfin du moins la même conclusion, peut-être pas le même corps. Mais malgré ce qu'on pourrait croire, oui, effectivement, n'en déplaise à certaines personnes, notamment dans le service médical, qui espéraient forcément une séparation, ben non, ça nous a même plus consolidé notre couple et on est encore plus soudés que jamais. C'était Placement abusif avec un point d'interrogation, un reportage de Stéphanie Thomas réalisé par Cécile Lafont. Merci à maître Grégoire Étriard, à maître Sophia Albert Salmeron, à Xavier Deleu. Et c'est toujours Sarah Djerioui qui est la stagiaire des Pieds sur Terre et Camille Richir, l'attachée de production en ce moment.